Aujourd'hui, le rap est le genre musical le plus écouté de la planète et le secteur le plus rentable de toute l'industrie de la musique. Mais cette suprématie ne s'est pas installée toute seule. Elle découle d'une suite de décisions stratégiques avec un point de départ bien précis. Ce point de départ, c'est le résultat d'une collaboration entre un producteur avant-gardiste blanc de 22 ans et un groupe de hip-hop noir originaire de New York. Ce sont eux qui ont pris la décision qui allait tout changer, en faisant passer le rap d'une sous-culture méprisée par la masse à une force commerciale capable de truster les premières places des classements. Bienvenue dans cette 19e vidéo du mois d'août. Chaque jour, je parle d'un événement qui a impacté l'industrie musicale. Installez-vous confortablement, on avance petit à petit dans la chronologie. Aujourd'hui, on va parler de la décision qui va faire du rap et de la culture hip-hop l'une des cultures les plus impactantes de l'histoire moderne. J'ai mis les extraits musicaux pour que l'histoire prenne tout son sens. Le prix à payer, c'est que la vidéo est totalement démonétisée. Si t'apprécies la démarche, YouTube a sorti le système de boost pour mettre en avant les petits créateurs comme moi. Alors si tu veux soutenir mon travail, je t'invite à booster la vidéo, ça m'aide énormément. Merci pour le soutien, on est parti. On remonte à la fin des années 70 à New York. Une petite révolution s'opère en silence. La naissance de la culture hip-hop. C'est une culture de rue locale, née dans les quartiers défavorisés de New York, regroupant la danse, le graffiti, le DJing et surtout le rap. À ce moment-là, le rap c'est une musique festive où l'objectif des rappeurs est de mettre l'ambiance, tout ça sur des boucles rythmiques directement héritées du funk et du disco. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Côté industrie, la musique se vend principalement sur des cassettes de soirée ou via des petits labels indépendants. Les grandes maisons de disques et les radios nationales considèrent le rap comme une mode éphémère sans aucun potentiel commercial. Sur scène, les rares groupes de rap sont façonnés par des producteurs influencés par le disco et le funk qui leur imposent des tenues extravagantes en cuir et en paillettes pour séduire le public de variété. Le rap est alors une sous-culture isolée des grands canaux de diffusion comme la télévision ou la radio. C'est à ce moment de l'histoire qu'arrive Joseph Simmons. Joseph a un grand frère qui organise des soirées hip-hop. En participant aux soirées de son grand frère, Joseph se prend de passion pour le rap et il voit surtout le potentiel énorme de cette musique. Il prend le pseudonyme de Run, s'associe avec son camarade de classe Daryl, surnommé DMC, et demande à son ami Jason de devenir leur DJ. Le groupe Run DMC est formé en 1983. Dès le début, ils prennent une décision d'image qui s'oppose totalement aux pratiques de l'époque. Comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, les rares groupes de rap portent des tenues de scène inspirées du disco et du funk. Eux, ils refusent catégoriquement d'appliquer ce code visuel. Ils décident de monter sur scène exactement comme ils s'habillent tous les jours dans les rues du Queens. Des chapeaux noirs, des vestes en cuir, de grosses chaînes en or et des Adidas aux pieds. Cette décision paraît futile, mais elle modifie le rapport entre l'artiste et son public. Pour la première fois, les spectateurs ne regardent plus une attraction de variété déguisée, mais des jeunes qui leur ressemblent directement. Sur le plan commercial, ce simple changement de style vestimentaire prouve toute son efficacité. En 84, leur premier album devient le premier disque de rap de l'histoire certifié disque d'or aux États-Unis, en passant la barre des 500 000 exemplaires vendus. Un an plus tard, en 85, leur deuxième album atteint 1 million de ventes et devient disque de platine. À la fin de l'année 85, Run DMC est le groupe de rap qui vend le plus de disques en Amérique. Pourtant, malgré ces chiffres impressionnants pour un label indépendant, le rap et la culture hip-hop restent hyper cantonnés au public afro-américain des grandes villes américaines. L'explication à ça est très simple. Le marché de la musique aux États-Unis est entièrement verrouillé par deux acteurs, les radios commerciales et la chaîne de télévision MTV. D'un côté, les radios les plus puissantes ciblent la population blanche résidant dans les grandes banlieues résidentielles. Les directeurs de programmation de ces stations appliquent une politique de sélection très stricte. Ils refusent catégoriquement de diffuser du rap la journée, ils considèrent cette musique comme trop agressive, trop parlée et estiment qu'elle fera fuir les annonceurs publicitaires. Le rap est relégué uniquement sur des radios spécialisées tard la nuit, ce qui limite mécaniquement le nombre d'acheteurs potentiels. Ensuite, la chaîne MTV, on en a déjà parlé plusieurs fois ces derniers jours. Le concept de la chaîne MTV, c'est de diffuser des clips vidéo 24 heures sur 24. Et à ce moment-là, clairement, la chaîne est si puissante que c'est elle qui dicte
littéralement les tendances d'achat des adolescents américains. Et tout comme la radio, la direction de la chaîne impose une ligne éditoriale centrée quasi exclusivement sur le rock et la pop jouée par des artistes blancs. Certains phénomènes planétaires comme Michael Jackson ou Prince commencent à faire tomber des barrières, mais les artistes afro-américains restent très rarement diffusés. Donc pour les grandes maisons de disques, le rap reste une sous-culture régionale dont les ventes plafonnent naturellement dès que le public afro-américain des grandes villes a acheté le disque. C'est dans ce paysage bloqué qu'intervient un personnage clé, Rick Rubin. En 84, alors qu'il est encore étudiant, ce jeune homme blanc de 21 ans se passionne à la fois pour le hard rock et pour le hip-hop. Il cofonde alors le label Def Jam depuis sa chambre d'étudiant. Rick Rubin fait une analyse financière et culturelle très simple. Il remarque que les adolescents blancs des banlieues écoutent uniquement du rock tandis que les jeunes noirs des quartiers écoutent uniquement du rap. Sauf que ces deux communautés écoutent ces deux genres pour exactement la même chose, l'énergie brute. D'un côté l'énergie des guitares électriques et de l'autre l'énergie des rythmes de batterie. Il est convaincu que si l'on fusionne ces deux éléments dans un même morceau, on peut faire sauter la barrière raciale de la distribution et vendre du rap au public blanc et du rock au public noir, tout ça sans dénaturer les deux genres. En janvier 1986, Run DMC s'enferme en studio pour préparer leur 3e album, et ils travaillent donc sous la direction de Rick Rubin. La première étape de la production d'un morceau de rap à l'époque, c'est d'isoler quelques secondes de batterie d'un morceau pour l'utiliser comme simple base rythmique. Ce jour-là, ce sera la batterie du morceau Walk This Way d'Aerosmith qui sera choisie. En entendant tourner ce rythme dans le studio, Rick Rubin prend une décision. Il ne veut pas simplement utiliser un court extrait de batterie, il veut imposer à Run DMC de reprendre l'intégralité de la chanson de base, donc en récitant les paroles originales et en gardant les guitares. En gros, une base rythmique de rap, des guitares de rock, des couplets rappés et un refrain mélodique de rock. Tu t'en doutes, la réaction des rappeurs c'est un refus catégorique. Ils ne connaissent pas le groupe Aerosmith, ils trouvent la mélodie étrange, qualifient le morceau de musique pour campagnard et refusent de chanter des textes écrits par d'autres. Pour eux, accepter cette décision équivaut à trahir leur public de rue en faisant du rock de blanc. Mais Rick Rubin ne lâche pas l'affaire. En règle générale, c'est pas trop recommandé, mais il va utiliser son pouvoir de producteur pour imposer son idée. Il comprend que pour forcer les radios blanches et la chaîne MTV à diffuser du rap, il faut leur tendre une sorte de piège éditorial, leur donner une chanson de rock extrêmement connue, mais interprétée par des rappeurs. Rick Rubin est tellement convaincu de son idée qu'il passe un coup de fil aux membres d'Aerosmith. En mars 86, le groupe Aerosmith est au plus bas. Les membres du groupe sortent de plusieurs années de graves problèmes de toxicomanie, leurs derniers albums ont été des échecs commerciaux et ils ont énormément de dettes. Alors quand Rick Rubin leur propose de venir pour enregistrer un morceau pour 8 000 $, ils acceptent immédiatement, alors même qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est la culture hip-hop et encore moins le rap. Le 9 mars 86, la rencontre a lieu à Manhattan et la tension est forte. Imagine, d'un côté, deux rappeurs noirs de 21 ans en tenue de rue qui ne veulent pas être là, et de l'autre, deux rockers blancs de 35 ans usés par les excès qui sont là uniquement pour l'argent. Miraculeusement, la session se passe bien, Aerosmith réenregistre le refrain et les guitares, Run DMC pose leur couplet. En une journée, le morceau est terminé et franchement, ils sont plutôt contents du résultat. Vient maintenant le clip vidéo, parce que oui, désormais, le clip vidéo est obligatoire pour provoquer un succès commercial. Ce sera lors du tournage du clip que la décision la plus déterminante pour l'industrie musicale va se jouer. Au lieu de tourner une vidéo musicale classique, ils conçoivent un scénario qui met en scène le conflit culturel qui divise l'Amérique. Le clip montre deux studios de répétition voisins séparés par un mur. Dans la première pièce, Run DMC tente de rapper. Dans la pièce d'à côté, Aerosmith joue du rock. Les deux groupes s'insultent à travers le mur, bref, je vous laisse découvrir la suite, je vous mets un petit extrait. I know what to do. Le morceau sort officiellement le 4 juillet 86 et les programmateurs de MTV se retrouvent piégés par leur propre logique. Ils ne peuvent pas refuser le clip sous prétexte qu'il s'agit de rap puisque le visage de deux des plus grandes stars du rock américain y occupe la moitié de l'écran. MTV se retrouve alors obligé de diffuser le clip. C'est la première fois dans l'histoire de la télévision que des millions de jeunes résidant dans les banlieues blanches américaines voient des rappeurs sur leur écran de télévision. L'impact commercial qui suit au cours des mois suivants modifie toutes les normes établies de l'époque.
rock. En septembre 86, le morceau se hisse à la 4e place du Billboard. C'est la toute première fois de l'histoire qu'un morceau de rap intègre le top 5 des ventes globales de la musique américaine. Cet immense succès fait exploser les ventes de l'album de Run DMC. En un mois seulement, l'album franchit le million d'exemplaires vendus. L'année d'après, il devient le premier album de rap de l'histoire certifié triple disque de platine avec plus de 3 millions de copies vendues. Il devient également le premier album de rap à recevoir une nomination aux Grammy Awards. Et l'onde de choc ne s'arrête pas à la vente de disques. En août 86, Run DMC joue devant 20 000 personnes au Madison Square Garden de New York. Pendant le morceau My Adidas, il demande au public d'enlever leurs Adidas et les lever en l'air. En une seconde, 20 000 spectateurs retirent leurs chaussures et les brandissent au-dessus de leur tête. Un cadre d'Adidas est dans la salle ce soir-là, et il comprend immédiatement qu'un groupe de musique possède un pouvoir commercial supérieur à celui de la plupart des athlètes professionnels. Quelques jours plus tard, Adidas signe un contrat de sponsoring d'$1 million avec Run DMC. C'est le tout premier contrat de l'histoire conclu entre une marque d'équipement sportif et un groupe de musique. Rendez-vous bien compte, cette décision crée directement le modèle économique moderne du mariage entre la mode de rue, les marques de sport et la musique. Et je vous ai même pas encore parlé du changement le plus profond, celui qui se produira au cœur même de l'industrie du disque. En prouvant que le rap pouvait vendre des millions d'albums au grand public, Run DMC force les plus grandes maisons de disques mondiales à créer des départements entièrement dédiés au rap. Les investissements financiers liés au rap sont multipliés par 10 en quelques mois. Le label Def Jam de Rick Rubin deviendra le label de musique majeur de la culture hip-hop. En novembre 86, un autre groupe du label, les Beastie Boys, sort un album produit lui aussi par Rick Rubin avec des guitares de rock. Et ce sera le tout premier album de rap à atteindre la première place du classement des ventes d'albums aux États-Unis. Au cours des années 90 et 2000, le marché ouvert par la décision de mars 86 va se développer jusqu'à faire du rap le genre musical le plus écouté et le plus rentable de la planète. Alors, en imposant l'enregistrement de Walk This Way et en matérialisant la destruction d'un mur dans un studio de télévision, Run DMC et Rick Rubin n'ont pas simplement signé un succès de vente, ils ont transformé une sous-culture urbaine isolée en un secteur économique dominant la culture populaire mondiale. Demain, on parlera du jour où la musique indé a brisé les frontières pour devenir mainstream. D'ailleurs, petite précision, je vais pas faire de vidéo sur des artistes dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Évidemment que Michael Jackson a impacté l'industrie musicale, vous avez un documentaire d'1h44 sur la chaîne qui raconte toute sa vie. Voilà, si jamais vous voyez que je n'évoque pas certains artistes dans ces vidéos du mois d'août, c'est qu'il y a déjà certainement une vidéo à leur sujet sur la chaîne. Bref, tout ça pour dire que demain on parlera de Kurt Cobain et de Nirvana, et c'est demain, alors à demain.